Aux confins des Pyrénées, sur les hauteurs du Fort Lagarde, les habitants de Prats de Mollio-la-Preste assistent chaque hiver à un rituel ancestral. Couverts de toisons, 3 jeunes du village s'apprêtent à se mettre dans la peau de l'ours. Donc là, c'est l'habillage. C'est là que tout le stress arrive. On voit tout le monde qui nous regarde. Enfin, c'est impressionnant. Du coup, c'est la première fois que je fais l'ours. C'est un rêve. Hein. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour les jeunes de Prats. Pour que la métamorphose soit complète, les élus s'enduisent le corps d'un mélange d'huile et de suie. L'homme laisse alors place à la bête. Célébrée dans 3 communes du Haut-Val-Espire, la fête de l'ours annonce le retour des beaux jours. Elle symbolise surtout le lien complexe qui unit les Pyrénéens à ces animaux qui nous ressemblent tant. La relation entre les Pyrénéens et les ours, c'est une relation quand même assez ambivalente. Une relation de je t'aime moi non plus, on adore l'ours autant qu'on le déteste, on en a peur autant qu'on l'admire, on a tous une part de sauvagerie, comme l'ours a une part d'humanité en lui. Anciens souverains des bois, les ours furent longtemps les maîtres incontestés de la montagne, jusqu'au jour où l'homme voulut ravir une part de leur royaume. Perçus comme un obstacle à la civilisation et au contrôle du territoire, les plantigrades durent reculer au fil des siècles, sous le feu des fusils. Réintroduits à partir des années 90, ils ne sont qu'une 60aine à peupler ce pays de pics et de vallées, dont ils demeurent un emblème mal aimé. La cohabitation entre les ours et les hommes débute dans les entrailles des parois rocheuses. Au centre de l'Ariège, la grotte de Lombrive est l'une des plus grandes cavités souterraines d'Europe. Elle renferme des ossements qui témoignent d'un temps où les tanières servaient d'abri commun. L'Ariège est très riche en grottes, ici dans le Val d'Ariège, qui lui-même est riche en calcaire. Et donc dès la préhistoire, les hommes vont y chercher un refuge naturel, mais à l'entrée des grottes, bien entendu. Quand ils vont aller dans le territoire des ombres, en profondeur, ce sera pour leur rituel sacré. Et là, dans cet espace profond, ils vont se retrouver en concurrence avec l'ours, mais qui, lui, il passe l'hiver, il dort pendant plusieurs mois. Mais ils vont le voir sortir du fin fond de ces grottes au printemps, famélique, immense, comme étant quelqu'un qui, nécessairement, devait être en contact avec les esprits au fond de cette grotte. Des ténèbres surgissent alors les fantasmes et les légendes. De la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, ces ours qui peuplent le territoire des ombres hantent les esprits et constituent le ciment de nombreux contes populaires. Ce qui ressort de la tradition orale, c'est que l'ours est le grand-père, le vieux père des hommes. C'est une bête qui sait se mettre sur les pattes arrière, qui est très habile de ses mains. C'est une bête visiblement qu'on a associée à l'homme depuis les temps les plus anciens. Dès qu'on peut, on rapproche l'homme de l'ours. Dans ses comportements sexuels, par exemple, on l'imagine doté de la puissance sexuelle, tentant de violer les femmes. La légende fondatrice humaine, qui est la légende de Jean de l'Ours, ne dit rien d'autre. C'est-à-dire que c'est un ours qui kidnappe une femme, l'entraîne dans sa caverne, dans sa grotte, la viole, et de cette union sordide, illégitime, va naître un homme nouveau, et qui est l'homme qui peuple maintenant les montagnes. Rejeté par la société, Jean de l'Ours est le reflet de ce que l'homme refuse de voir dans le miroir, sa propre bestialité. Le vieux père sauvage est en concurrence pour tout. Il est en concurrence pour la nourriture, il est en concurrence pour l'habitat, il est en concurrence pour le territoire, il est en concurrence aussi pour les femmes. Et en fait, tout le rapport entre l'homme et l'ours va être sous cet éclairage-là. C'est-à-dire que l'un est porteur du sauvage et l'autre lutte contre le sauvage. Et donc tous ceux qui veulent civiliser s'opposent à l'ours. L'Église, par exemple, va faire ça pendant tout le Moyen-Âge, tenter d'écarter l'ours roi, l'ours dieu, de manière à imposer ses propres mythes. Au XVIIe siècle, les Pyrénéens étendent leur influence sur les vallées. La région est riche en minerais de fer, mais il faut du bois
pour alimenter les forges. Les forêts sont donc massivement défrichées, aux grandes dames de leurs habitants. Repoussés aux portes de leur empire, les ours deviennent la bête noire des bergers. L'ours de tout temps a été un grand opportuniste. Alors quand il trouve à manger sous forme de viande, il mange la viande. Quand il trouve des céréales, il mange des céréales. Et là, évidemment, à partir du 18e, vu son espace forestier qui se réduit, il va aller se servir en bordure chez les hommes. Dès qu'ils sont attaqués par l'ours, évidemment, les bergers vont chercher à protéger leurs biens, avec un compagnon qui est un chien qui va servir de dissuasion. Un énorme chien blanc qu'on appelle le patou maintenant, et un chien qu'on va d'ailleurs cuirasser en quelque sorte en lui mettant une sorte de collier hérissé de pointe, puisque l'ours, quand il attaque généralement à la gorge. Mais les patous ne suffisent pas à stopper les dégâts. Dans la vallée d'Aston, la baronnie de Château-Verdun décide donc d'organiser 2 battues par an, obligatoires sous peine d'amende. Jusqu'ici réservée aux nobles, la chasse à l'ours devient l'affaire de tous et le gagne-pain d'une poignée d'Ariégeois. On a des véritables dynasties de chasseurs d'ours qui vont se retrouver dans les vallées. Ici, par exemple, dans la vallée d'Aston, ce sont les Hautiers qui, de père en fils, comme ça, vont être les tueurs d'ours. Pas n'importe quel Hautier, c'est les Hautiers Tambel. C'est ce Tambel qui va tuer le plus d'ours ici dans la vallée d'Aston, jusqu'à les faire disparaître. Mais il y a une chose indéniable qui tombe sur les épaules du chasseur d'ours, c'est un prestige fou. Et encore maintenant, quand on prononce le nom Tambel dans la vallée d'Aston, c'est encore entouré d'un halo prestigieux. Depuis que les fusils ont remplacé les arbalètes et les poignards, l'affrontement avec l'ours n'est plus un corps à corps. C'est une lutte à distance, dans laquelle la bête n'a aucune chance. Une fois tué, le trophée est exhibé de village en village. Cette fête morbide autour de la mort de l'ours, là, c'est une véritable fête. Et puis après, on va le dépecer. La peau a de la valeur, la graisse a de la valeur, parce qu'elle est réputée, par exemple, être souveraine contre toutes sortes de rhumatismes. Le vieux père l'ours, le vieux roi de la forêt, même tué, même traîné, même dépecé, continue à avoir une valeur folle. Alors que la chasse fait rage, une autre activité voit le jour, au tournant du 19e siècle, dans 2 vallées voisines, Ustou et le Garbet. Les montagnards vivent alors chichement, en autarcie, luttant contre les famines et les caprices du ciel. Pour s'en sortir, certains partent chercher du travail en Espagne. D'autres ont l'idée de capturer des oursons. Les mères sont tuées et les petits ramenés au village pour être dressés. Surnommée la capitale des montreurs d'ours, la commune d'Hercé a vu près de 400 hommes se former à ce nouveau métier. Alors c'est une histoire qui a concerné beaucoup de monde dans la vallée, mais c'est une histoire qu'on taisait. Il y avait une sorte de tabou, d'omerta là-dessus. On disait que c'était une bergogne. La bergogne, c'est une honte en patois. Parce qu'en fait, c'est pas un vrai métier. Le travail du paysan, s'occuper des troupeaux, des bêtes, ça c'était un métier, ça c'était du travail. Mais le montreur d'ours, c'était en fait un saltimbanque, c'était pas un travail sérieux. Les montreurs d'ours se produisent alors sur le bord des routes, les places des villages, d'abord en France, puis en Angleterre. L'ours est un animal très intelligent, donc il apprend très vite, et s'il a un bon dompteur, ils arrivent à faire un duo qui va donner de beaux spectacles. Donc on va imiter un berger avec un grand bâton. Le but, c'est que l'ours ressemble à l'homme. Après, voilà, les ours dansaient, on les faisait aussi monter au pylône électrique, les premiers pylônes en bois. Ça amusait beaucoup les spectateurs. On a des histoires fabuleuses qui ont été racontées, notamment 2 montreurs d'ours qui ont donné un spectacle devant la reine d'Angleterre, la reine Victoria. Ils se promenaient devant le château, la reine est passée, et donc ils ont fait leur spectacle. Et le lendemain, ils vont à la cour de la reine faire un spectacle devant la reine et toute sa cour.
Pour gagner leur vie, les Ariégeois poursuivent leur tournée aux 4 coins du monde, au Québec, aux États-Unis et jusqu'en Australie. Il y avait un lien assez fort qui se créait entre le montreur d'ours et l'ours. L'ours était baptisé, on lui donnait un prénom. De nos yeux d'aujourd'hui, on peut voir de la violence, de la cruauté, mais c'était une vie dure. Il y avait un lien fort qui permettait de travailler ensemble pendant toute la durée de leur voyage. Des voyages qui duraient quelques mois, qui pouvaient durer quelques années. Et c'est pour ça qu'ils partaient à 2. Ils ne dormaient pas dans les villes, ils dormaient toujours à l'extérieur. Ils demandaient asile dans une grange, dans une cabane. C'était quand même une vie d'aventure assez spéciale. Le grand-père de ma grand-mère était parti montreur d'ours. Il est parti dans les années 1890. C'est en faisant des recherches qu'on a réussi à savoir qu'il était passé par la Nouvelle-Orléans. C'est quelque chose dont on est fier parce que c'est des hommes qui ont trouvé une solution pour améliorer leur vie. La grande aventure des montreurs d'ours périclite au moment où la Grande Guerre éclate. Il faut attendre 1971 pour que les plantigrades soient classés en France parmi les espèces protégées. Alors qu'il ne reste plus que 5 individus, des spécimens de Slovénie sont lâchés dans les Pyrénées. L'animal y reste rare, mais il survit dans les mémoires et les carnavals. À Prats de Mollio-la-Preste, l'ours est le roi de la fête. Encerclés par des chasseurs, les 3 prédateurs courent dans les rues du village pour marquer les femmes et tous ceux qui osent les défier. À la base, ça devait être un rite. Maintenant, c'est devenu une fête. C'est quelque chose d'un peu animal. C'est normal. C'est l'ours qui ressort sa tanière. Donc là, c'est une chasse à l'ours. Moi, j'ai été ours pendant 3 ou 4 fois. Et je veux dire, c'est un honneur de pouvoir faire l'ours, de pouvoir incarner donc, cette bête qui court après les gens toute l'après-midi. Et c'est lui le patron, comme l'ours pouvait être le patron des forêts, quoi, hein. Gamin, on avait quand même un peu peur de l'ours, hein. On était effrayés, mais en même temps, on était fascinés par cet ours. La fête est l'unique jour de l'année où l'homme et l'ours ne forment plus qu'une seule entité. À la fin de la fête, nous avons les barbiers, les hommes en blanc, donc qui sont le contraste du blanc avec le noir, donc du bien et du mal. Et ils sont chargés d'enchaîner les ours, de leur enlever la peau et de leur rendre une apparence humaine. Une fois l'ours humanisé, c'est une réconciliation entre l'homme et la bête. On ne peut que le remercier à l'ours parce que sans lui, cette fête n'existerait pas. Et c'est l'ours qui est quand même le symbole du village. Le Gévaudan. Cette ancienne province de France au nom chargé de mystères et de légendes épouse les frontières de l'actuelle Lozère. Une terre rurale qui se hisse en tête des départements les moins peuplés de France. Des paysages rudes et sauvages, comme hantés par les fantômes du passé, et surtout celui de la fameuse bête du Gévaudan. Pendant 3 ans, entre 1764 et 1767, un monstre a terrorisé les villages, commettant 300 attaques et faisant une centaine de morts. Quelques rescapés sont devenus des héros locaux, comme Marie-Jeanne Vallet, dite la pucelle du Gévaudan. Ça s'est déroulé le 11 août 1765.
C'était un dimanche matin. Marie-Jeanne et sa sœur Thérèse allaient dans une ferme voisine. Et pour aller dans cette ferme, elles devaient passer sur un petit pont, traverser une petite rivière. Et en traversant ce pont, les deux sœurs ont été attaquées par la bête du Gévaudan. Elle est arrivée, elle s'est plantée sur les pattes arrière pour saisir les deux jeunes filles à la gorge. Et Marie-Jeanne a pris sa baïonnette et a fiché un coup de lance dans le poitrail de la bête. La bête a poussé un grand cri, s'est roulée dans la rivière et s'est sauvée. Dans la description qu'a fait Marie-Jeanne, elle n'a pas parlé d'un loup. Elle a dit que cette bête ressemblait plus, d'après elle, à un gros chien de berger qu'à un loup. On estime qu'il y avait alors 20 000 loups dans les campagnes françaises. Pourtant, les Gévaudanais de l'époque ne reconnurent pas dans la bête le loup ordinaire qu'ils côtoyaient étroitement. Plus de 250 ans après les faits, l'histoire de la bête, popularisée par la littérature et le cinéma, continue de passionner. En Lozère, elle hante toujours les âmes et les lieux. Et l'on se surprend à l'imaginer rôdant sur certains sentiers ou se cachant dans les sous-bois à l'affût d'une proie. Aux confins de la Lozère, du Cantal et de la Haute-Loire, la Margeride est un massif érodé, vestige d'une très ancienne chaîne de montagnes. Un désert de granit et de verdure ponctué de pâturages, offrant un terrain de chasse idéal pour une bête anthropophage. Le village d'Auvers, au pied du mont Mouchet, ne compte plus aujourd'hui que quelques dizaines d'âmes. La petite paroisse est, durant la terrible année 1765, le centre des attaques et pleure 7 victimes de la bête. Quasiment toutes les victimes de la bête sont des enfants de la campagne, parce que les enfants de la campagne au XVIIIe siècle travaillaient dans la ferme, et leur travail c'était de garder les vaches, les petits troupeaux familiaux, et ils n'avaient pas la capacité de se défendre de la bête. Donc c'est là que la bête a choisi la majorité de ses victimes. D'ailleurs moi-même, étant enfant, j'ai aussi gardé les vaches. Alors quand je gardais les vaches, bien sûr, je pensais à la bête, puisque ma grand-mère m'avait parlé de ça, et ça m'effrayait, ça m'interrogeait. Surtout, bon, je savais que la bête n'existait plus à cette époque-là, mais c'était quand même quelque chose qui restait dans le coin de la tête. Au XVIIIe siècle, superstitions et pensées magiques imprègnent encore fortement la culture paysanne. Dans les campagnes reculées du Gévaudan, la bête fait des ravages et la terreur se répand. Les gens à l'époque croyaient au loup-garou, les gens croyaient au diable. En plus, il y a eu l'évêque de Mende qui a culpabilisé les gens, puisqu'il a dit « cette bête qui vous attaque, c'est de votre faute. Elle est là, envoyée par Dieu pour vous punir de vos péchés. » Donc tout ça a travaillé dans l'imaginaire des gens, et les gens ont pu voir un animal extraordinaire là où il y avait moins d'extraordinaire, disons. L'évêque dit aussi que pour se débarrasser de cette bête, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de prier. C'est de prier encore et toujours. Certains vont comparer cette bête au diable en personne. À une vingtaine de kilomètres d'Auvers, le Malzieuville, une modeste cité médiévale située sur le flanc occidental de la Margeride. À l'époque de la bête, avec ses 900 habitants, c'est l'une des rares villes du Gévaudan. Une petite société dominée par des notables qui, à l'abri des fortifications, suivent l'affaire dans les gazettes locales. Sans la presse, pas d'affaire de la bête du Gévaudan. C'est vraiment elle qui a créé l'affaire, qui a nourri l'affaire et qui a fait connaître l'affaire. Elle est popularisée par les gazettes qui sont achetées par les notables, mais ensuite les notables font connaître à la population ce qui est dit, écrit ou dessiné dans la presse. Ces images, ce sont très souvent des images fantaisistes, les bêtes fantastiques du bestiaire médiéval, voire même les bêtes de l'Apocalypse telles qu'on la connaît dans la Bible. Alors, certains ont dit c'est une hyène. Certains ont dit « Ah, il a l'aspect d'un veau ». D'autres disaient « Ah, il braie comme un âne ».
on peut dire que c'est le premier grand fait divers largement couvert par la presse. La bête fait vendre du papier et le Malzieuwille devient le point de départ de la rumeur. Une rumeur qui ne cesse d'enfler. Cette affaire dépasse les frontières du Gévaudan, touche un public à l'échelle nationale, voire un public à l'échelle internationale, parce qu'il y a des gazettes étrangères qui s'intéressent à l'affaire. Du coup, l'affaire de la bête du Gévaudan devient une affaire internationale. À Versailles, on n'ignore rien de ce qui se passe au fin fond du Gévaudan. Louis XV décide d'intervenir. Il promet une récompense de 6 000 livres, une fortune, à qui trucidera la bête. Le Malzieuwille, riche en auberges et demeures bourgeoises, est alors choisi comme base arrière par de nombreux chasseurs qui accourent de tout le royaume. En haut lieu, on va décider de faire appel à des professionnels de la chasse, à des louvetiers normands renommés. Ce sont les Denneval, le père et le fils. Ils vont faire du Malzieu leur quartier général. Et c'est à partir du Malzieu qu'ils vont organiser des chasses, de grandes battues, pour tenter d'éliminer la fameuse bête qui fait tant de ravages en Gévaudan. Lorsqu'ils arrivent en Gévaudan, les Denneval sont surpris, d'une part par le relief accidenté qui complique les battues, et d'autre part, ils sont confrontés à la pluie, à l'humidité, à la neige, à des brouillards particulièrement persistants. Malgré ces conditions défavorables, les Denneval organisent des battues gigantesques mobilisant jusqu'à 20 000 hommes. C'est une véritable guerre qui est menée contre la bête, sans succès. La bête échappe, on tue des loups, et on va tuer de nombreux loups durant cette période-là, mais comme les meurtres continuent, ce n'est jamais le bon loup que l'on tue, et donc on pense que l'on a affaire à un loup extraordinaire ou une bête monstrueuse. La bête, traquée, est repoussée jusqu'au contrefort de l'Aubrac, à la limite occidentale de la Lozère. Elle est aperçue aux abords du château de la Baume, le fief de la baronnie de Peyre, l'une des 8 baronnies qui se partagent alors le Gévaudan. Ce grand vaisseau de granit au toit de lauze datant du XVIIe siècle est le plus bel exemple d'architecture classique de la région. La vie dans un château comme la Baume, à l'époque, devait être assez extraordinaire. D'abord, du fait de l'isolement. Je rappelle qu'on est ici à 1200 mètres d'altitude. La Baume doit être le château le plus haut de France. Alors, ça ne se sent pas forcément parce qu'on est sur un grand plateau, donc il n'y a pas le côté dominant, mais on est très haut et donc très isolé. Un isolement qui explique l'aspect défensif et austère du château. Mais à l'intérieur, la décoration, précieuse et baroque, surprend dans cette province très pauvre, comme un symbole éclatant des inégalités cruelles qui règnent en Gévaudan à l'orée de la Révolution française. Quand César de Peyre a décidé de l'embellissement du château, bien évidemment, il s'est inspiré de ce qu'il avait vu de plus beau. Il avait été à Versailles, il avait donc vu Versailles, et il trouvait qu'il fallait donner à ce château de la Baume plus d'ampleur, plus de majesté, et son ambition sur le Gévaudan justifiait qu'il en fasse le plus beau bâtiment du Gévaudan. Le château gagne alors son surnom de Petit Versailles du Gévaudan. Plafond à la française, beaucoup de boiseries, avec des peintures, avec des portraits, portraits de César, portraits du roi, bien évidemment. Le château de la Baume est le seul digne d'accueillir les louvetiers du roi. Car Louis XV a fini par envoyer en Gévaudan son porte-arquebuse personnel, François-Antoine, lieutenant des chasses royales. Cette arquebuse, elle a une histoire tout à fait amusante. En fait, elle a été offerte au comte de Peyre par les louvetiers du roi quand ils sont venus organiser ces grandes chasses. Ils ont été accueillis à la Baume, des chasses ont été organisées. Et pour le remercier, comme cadeau, ils lui ont donné cette arquebuse. Alors c'est une arquebuse allemande de la fin du XVIIe, mais qui était encore employée à cette époque-là. Elle a servi, c'est pas un décor.
S'agit-il de l'arme utilisée par François-Antoine, le porte-arquebuse du roi, pour tuer une première bête à l'automne 1765 ? Encore un mystère. Le grand loup abattu sera en tout cas empaillé et exposé à Versailles. On croit l'affaire finie. Mais quelques mois plus tard, le démon ressurgit à l'autre bout du Gévaudan. Retour sur le mont Mouchet, en forêt de la Thénazère. À la fin du printemps 1767, 12 chasseurs se postent sur les passages supposés du prédateur. L'un d'eux, Jean Chastel, un paysan local, s'est installé dans la clairière dite de la Sogne d'Auvers. C'est ici, d'après la tradition orale, que Jean Chastel a abattu la bête du Gévaudan le 19 juin 1767. Il y a une tradition orale qui nous raconte que Chastel était assis en train de lire un livre de prière. Que quand la bête est arrivée, il a pris le temps de poser ses lunettes, de poser son livre, de prendre son fusil et de tirer sur la bête qui avait attendu. Alors tout ça a paru très bizarre à certains. Moi je pense que la bête a marqué un léger temps d'arrêt en arrivant devant Chastel, tout simplement parce qu'elle est passée de l'ombre du sous-bois à la lumière de la sortie de la forêt. Et une fois que cette bête a été abattue, tout de suite ils ont reconnu la bête. Cet animal qui nous a paru être un loup, mais un loup extraordinaire et bien différent par sa figure et ses proportions des loups qu'on voit dans ce pays. Donc un loup, mais un loup un peu bizarre. Après la mort de cet animal, ça a été terminé. Il n'y a plus d'attaque en Gévaudan. Les chansonniers racontèrent qu'à la Sogne d'Auvers, où la bête était tombée, le sol était devenu rouge et l'herbe ne repoussait plus. Aujourd'hui encore, les débats font rage sur sa nature exacte. Un ou plusieurs loups, chiens de combat, hyènes, hybrides entre loup et chien, loup-garou ou encore fou sadique. L'aura mystérieuse de la bête plane toujours sur la Lozère. Un imaginaire ravivé par la réapparition récente du loup dans ces contrées.